C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que l'animal est analysé selon ses pouvoirs corporels à ce moment. Ce n'est pas une anthropoformisation exactement, puisque c'est l'homme qui aurait, lui, alors qu'il serait pourvu d'un bec, et qui, avec ce bec, vous permettrait de descendre dans un vase à long col, tandis que le renard ne pourrait pas. Et lui, au contraire, serait très gêné pour manger dans une assiette plate, alors que le renard pourrait le faire. Donc c'est une sorte de définition très intéressante de la subjectivité selon les capacités corporelles, où c'est la forme ou le pouvoir du corps qui va déterminer la conscience, si l'on peut dire ainsi. J'ai une question là-dessus, parce que à partir du moment quand tu poses comme Derrida le regard, que l'animal a aussi un regard, te regarde, est-ce que tu ne casses pas justement ces images-là, que l'animal est uniquement, ou que tu fais une réduction uniquement face à son corps ou à l'expression, ce qu'il peut faire avec son corps. Je pense à partir du moment où il lui fait un regard, c'est-à-dire il ne veut pas l'humaniser, mais il casse des codes, il ouvre un champ beaucoup plus vaste, où effectivement, en tant qu'humain, par exemple, quand j'entends ça, eh ben, je pourrais, par exemple, je me pose la question d'une forme d'intelligence qui n'est peut-être pas la mienne, mais qui en est une quand même. Par exemple, tu vois, il me vient un exemple de mon chat qui me regarde ou qui ne me regarde pas, j'en sais rien, mais en tout cas, moi ça m'avait frappé, donc au niveau d'une intelligence d'un animal, par exemple de l'association, au niveau d'idées, de choses, de forme. J'ai un vieux chat, mais quand il était jeune, il ne sortait pas beaucoup, donc il avait une boîte avec des petites souris en peluche. Et un jour, il est sorti, il a rencontré une vraie souris, tu vois. Et donc, il joue avec et il la tue. Okay? Et il prend sa souris, il part vite dans la maison, et moi je suis, parce que je ne voulais pas retrouver un cadavre, il la met dans sa boîte à jouer. Avec les souris en peluche. Donc, et moi j'étais là, et je me suis dit, mais donc, il fait une association avec ce qu'il a touché là, et avec ce qu'il touche à l'intérieur. Bon, maintenant, tu peux dire que j'ai un chat très intelligent, parce que c'est le mien. C'est génétique. C'est génétique, voilà. Mais je pense que la question qu'il pose, ça casse les codes établis, finalement. Aussi bien les codes de la fable que la corporalité et tout ça. Et je pense qu'il le met sur un autre niveau, justement, il essaie simplement de montrer qu'il y a un autre regard que celui de l'humain. Voilà. Oui, et aussi une autre altérité, finalement. Oui. Que l'altérité ne se limite pas uniquement à l'autre humain ou à l'autre qui habite je ne sais pas où et que je regarde pour la première fois ou qui me regarde pour la première fois, mais qu'il y a, et d'ailleurs on pourrait même aller beaucoup plus loin, mais là on risque de mourir de faim, tu comprends, parce que tu peux même poser la question au niveau des plantes. Donc tu peux casser aussi ces codes-là. Quand je croque la salade, est-ce que ça fait mal à la salade ou pas? Je ne peux pas prouver le contraire. Oui. Tu comprends? C'est ça que je trouve intéressant. Oui, c'est certain. Mais d'autre part, je suis d'accord avec toi, mais je pense que je voulais dire, ce qui n'est pas contradictoire d'ailleurs, c'est que le rapport je sais pas quoi, primitif ou naturel ou sauvage de l'homme avec l'animal n'est pas particulièrement cela. C'est-à-dire, à commencer par le regard, il y a le regard, bon, de toute façon qui est très important dans un animal sauvage ou un animal qui soit carnassier ou qui soit au contraire pas du tout à fait pacifique. Mais il y a également, je pense, quelque chose qui est un rapport à la présence, à l'ensemble du corps et à ses forces, qui n'est pas exactement celui de l'homme, puisque l'homme est divisé dans ce sens.
comme dit Derrida, il peut, un homme civilisé nu dans une salle de bain n'est pas la même chose qu'un animal qui, même civilisé, qui lui est nu sans être nu, parce qu'il est fourré. Il est comme dit La Fontaine, patte pelue, c'est-à-dire qu'il a son habit sur lui, donc il est nu sans être nu. Il a une adhérence de autre, et donc une présence différente, et on pourrait presque dire une sorte d'unité corporelle qui, sans éliminer le visage, ne donne pas cette sorte d'unicité, de séparation que cache chez l'homme le visage, qu'il a moins, par exemple, dans les peuples qui, naturellement, il en reste encore une poignée, peut-être, qui se compterait sur les doigts de la main, qui vivrait nus, uniquement avec des parements traditionnels, des ceintures, coquillages, qui n'ont pas du tout, absolument pas, une conscience en quoi que ce soit, d'être, il n'y a qu'à lire Lévi-Strauss ou autre, d'être nu devant des animaux. Donc c'est quelque chose qui est parfaitement légitime et juste. C'est pas artificiel, j'ai bien observé ce que dit Derrida, mais c'est artificiel dans le sens où ça existe dans une sphère extrêmement évoluée de la population, ça ne concerne pas ce qu'on peut appeler l'homme en relation avec l'animal. Et si on le met en relation avec les mythes constitutifs de cette humanité-là, comme celle du paradis terrestre, de la création de l'homme, on tombe dans des domaines qui sont extrêmement artificiels et qui ne peuvent en rien prétendre à représenter le contact que l'homme peut avoir avec l'animal. C'est ce que je voulais dire. Les deux points de vue ne sont pas exclusifs, puisqu'ils peuvent bien être valables ensemble, puisqu'ils existent, mais il y a quand même une différence. C'est pour ça, cette familiarité, cette présence, ce rapport avec l'animal, ou même s'il s'agit alors d'animaux qui ressemblent anatomiquement et du point de vue de l'évolution aux hommes. J'avais lu quelque chose à propos, par exemple, de certaines populations océaniennes ou australiennes qui vivent autrefois, d'ailleurs, au moment des explorateurs, qui vivaient en contact avec des tribus de singes qu'ils considéraient comme étant soit des antagonistes, soit d'autres hommes, des alliés, dans une relation qui était que l'on ne pouvait pas considérer comme étant l'attitude d'un homme contemporain avec un animal domestique. Ce n'était pas. D'autant plus qu'ils avaient eu leurs animaux domestiques. Mais devant ces tribus de singes, ils les traitaient comme des hommes d'une langue différente. Et le problème de la langue non plus se posait pas de savoir s'ils avaient une langue ou non, puisque ces animaux parlent, ils ont entre eux des sons, des cris, des gestes qui font que la coupure n'est effectivement pas une coupure biblique entre l'homme et l'animal. Mais ça, il serait d'accord avec toi là-dessus. Si tu as l'impression que c'est une coupure biblique, c'est pas ce qu'il veut dire. Il cherche simplement l'origine de quelque chose tout en sachant que c'est pas une origine fiable. Oui. Ces cas ça existait, des enfants qui ont été élevés par des animaux, que ce soit le Mowgli de Kipling, livre de la jungle et tout ça, ou que ce soit ces hommes qui sont élevés par des loups. Là, par exemple, on pourrait renverser l'image et dire quel est le regard du loup sur ce petit homme, ou quel est le regard de ce petit homme. Est-ce qu'il se souvient après, parce qu'il n'a pas accès au langage humain, parce qu'il n'a pas été élevé par des humains. Ça serait intéressant de voir
ce qui se passe après. Est-ce qu'il y a un souvenir de ces temps? Est-ce qu'il y a eu des... Ça, il faudrait le rechercher. D'analyse qu'il fasse, il n'en fait pas précisément sur des autres formes de société, sur des autres formes de rapports, mettons également sur des sociétés qui seraient des hommes jaguars, des hommes... il fait d'autres analyses, mais il les fait ailleurs. Des hommes loups, bon, voilà les rapports à l'animal. Il le fait dans La Bête et le Souverain, mais il ne le fait jamais, alors il se distancie toujours de l'anthropologie. Oui, c'est ça. Ça, c'est évident, il le fait en tant que philosophe. Il ne va pas... D'ailleurs, il a fait sa grande déconstruction de Lévi-Strauss assez tôt, je pense, donc il va... Si, il étudie. Il y a un rapport dans la grammatologie, mais c'était pour critiquer, en fait, pour servir d'appui dans la lettre et la violence, mais ça n'a pas de rapport particulièrement à la société. Non, mais quand il se prend à l'anthropologie pour la déconstruire, il ne va plus après retourner. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est quand même... Non, mais ce qu'il dit n'est pas exclusif, d'ailleurs, des analyses anthropologiques. Ce n'est pas contradictoire, ni par exemple, si on prend Lévi-Strauss, non plus l'analyse qu'il fait que Lévi-Strauss fait du totem, sa critique structuraliste du totem, de l'analyse de la séparation entre les humains, les animaux divisés en humains métaphoriques, humains métonymiques. Donc là aussi, on voit bien que l'animal est tout à fait dans le prolongement de l'humain, sans que l'on puisse dire que ça soit au bénéfice particulièrement de l'humain ou de l'animal. Mais c'est pas contradictoire avec ce que dit Derrida d'ailleurs, mais ça serait intéressant de le mettre en relation. Il parle dans une interview assez longuement du végétarisme. Oui. Parce qu'il y a Vital Ronel qui est une féministe américaine et qui essaye bien sûr de convaincre le monde de devenir végétarien. Donc elle le surprend en train de manger de la viande. Oui. Et c'est là où il fait une grande analyse sur le végétarisme et sur le sujet. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et là, tu as aussi des analyses sur les primates, sur les singes, sur le langage. Mais c'est pas du Lévi-Strauss, il reste toujours dans le domaine philosophique. Là aussi, le livre se présente comme effectivement une déconstruction de 4 philosophes. Si on veut dire que Lacan est un philosophe, il faudrait discuter. Mais non, c'est pas, son objectif, c'est pas de faire de l'anthropologie. Un animal, c'est pas un chien, ou un chat, ou même un autre, ou bien il y a même d'autres formes d'animaux, des gens qui prennent des oiseaux, par exemple. Il y a qui sont malheureux et qui sont blessés. Bon, on offre bien l'hospitalité en les recevant et en les acceptant. Donc c'est bien une relation de cet ordre qui ne demande pas nécessairement. La question, parce que la question du sujet ne se pose pas. L'armée a raison. Je ne demande pas si c'est un objet, un sujet. Tu sais que ça a besoin de toi pour survivre, c'est suffisant. Il y avait la fable, le cerf. Il y avait, qui c'est qui en parle, mais ça c'est un autre problème d'hospitalité, c'est pour ça que j'y pensais, Michel Serres, dans Le Parasite. Regarde, est-ce que tu ne casses pas justement ces images-là, que l'animal est uniquement, ou que tu fais une réduction uniquement face à son corps ou à l'expression, ce qu'il peut faire avec son corps. Je pense à partir du moment où il lui fait un regard, c'est-à-dire il ne veut pas l'humaniser, mais il casse des codes, il ouvre un champ beaucoup plus vaste, où effectivement, en tant qu'humain, par exemple, j'entendais pas beaucoup, donc il avait une boîte avec des petites souris en pluche. Et un jour, il est sorti, il a rencontré une vraie souris, tu vois. Et donc, il joue avec et il la tue.
ok. Et il prend sa souris, il part vite dans la maison, et moi je suis, parce que je ne voulais pas retrouver un cadavre, il la met dans sa boîte à jouer. Avec les souris en peluche. Donc, et moi j'étais là, et je me suis dit, mais donc, il fait une association avec ce qu'il a touché là, et avec ce qu'il touche à l'intérieur. Bon, maintenant, tu peux dire pour ça, eh bien, je pourrais, par exemple, je me pose la question d'une forme d'intelligence qui n'est peut-être pas la mienne, mais qui en est une quand même. Hein, par exemple, tu vois, il me vient un exemple de mon chat qui me regarde ou qui ne me regarde pas, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, ça m'avait frappé, donc, au niveau d'une intelligence d'un animal, par exemple, de l'association, hein, au niveau d'idées, de choses, de forme. J'ai un vieux chat, mais quand il était jeune, il ne sort pas. C'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que l'animal est analysé selon ses pouvoirs corporels à ce moment. Ce n'est pas une anthropoformisation exactement, puisque c'est l'homme qui aurait, lui, alors qu'il serait pourvu d'un bec, et qui, avec ce bec, vous permettrait de descendre dans un vase à long col, tandis que le renard ne pourrait pas. Et lui, au contraire, serait très gêné pour manger dans une assiette plate, alors que le renard pourrait le faire. Donc c'est une sorte de définition très intéressante de la subjectivité selon les capacités corporelles, où c'est la forme ou le pouvoir du corps qui va déterminer la conscience, si l'on peut dire ainsi. J'ai une question là-dessus, parce que à partir du moment quand tu poses comme Derrida le regard que l'animal a aussi un